pas de problème moi, avec le barbecue debout. Bonsoir Saint-Germain-Lambron. Quand j'ai dit aux journalistes que j'allais à Saint-Germain-Lambron, à Paris, ils m'ont demandé mais c'est où Saint-Germain-Lambron? J'ai dit je sais pas. J'ai regardé sur une carte, vu que c'était à côté d'Issoire, et là ça m'a rappelé parce que j'ai fait de l'autostop dans le coin, et j'étais tombé sur un couple d'échangistes à Issoire qui m'ont décrit la vie nocturne dans la région et qui ont tenté de m'y entraîner. Donc ça m'avait laissé des souvenirs. Plus sérieusement, je suis très heureux qu'il y ait là plus de 300 personnes, et c'est un comptage qui n'est pas du tout excessif, plus de 300 personnes ce soir à Saint-Germain-Lambron. Je vous le dis, je pourrais presque arrêter mon discours là, ça ne va pas être le cas, donc je ne sais pas si ça va vous rassurer ou pas, ça ne va pas être le cas, mais je pourrais presque arrêter mon discours là parce que je pense que ce qui est essentiel, c'est qu'on éprouve un sentiment de communion, un sentiment de force qui nous est donné par la force du nombre, et qu'au fond, se retrouver à 300 à Saint-Germain-Lambron, déjà, c'est fait, c'est un succès, et ça donne la certitude, la conviction qu'on n'est pas chacun isolé dans son coin, condamné à la défaite et à la fatalité. Et si on est 300 ce soir à Saint-Germain-Lambron, ça ne se fait pas par hasard. Ça se fait parce qu'il y a des gens qui ont donné, vous savez, quand vous arrivez et que les chaises elles sont mises, qu'il y a des affiches qui sont collées sur la porte, qu'il y a eu des tracts de distribués, qu'il y a des messages qui sont envoyés, c'est qu'il y a des tas de personnes. Donc je remercie Gradiella, Mathéo, Jules, Jeanne, Jérôme, et je remercie Max et tous aussi les élus de Saint-Germain d'avoir fait ce travail invisible qui permet ce soir qu'on soit visible. Je remercie aussi la musique, la revanche des grenouilles, parce qu'on a besoin de construire une gauche qui soit généreuse, on a besoin de construire une gauche qui soit joyeuse, et non pas hargneuse ou rageuse. Je dis ça, et en même temps, avant d'entamer mon discours, je voudrais qu'on ait plus qu'une pensée, qu'on ait une minute de recueillement pour Mélanie Hannot-Jean, pour sa famille, pour, je pense, le sentiment d'horreur qui nous traverse. Et j'y associe les familles de Elias, de Benoît, de Hichem, d'Aboubacar, de Lorraine. Quels que soient les métiers, les couleurs de peau, les religions et même les causes de ces drames. Je pense que quand on fait cette liste-là, on ne peut pas se dire que c'est juste une fatalité. Il y a quelque chose qui nous traverse, c'est un niveau de tension dans la société. C'est quelque chose qui est de l'ordre d'un dérèglement, qui n'est pas que climatique. C'est une violence verbale qui s'installe dans les réseaux sociaux et qui s'installe dans les rapports sociaux. Et ce sont des troubles chez des enfants, des adolescents qui parfois vont mal et qui font mal. Et je vous propose qu'on prenne une minute pour à la fois être en empathie avec la famille de Mélanie et les autres familles, mais aussi pour réfléchir à finalement le sens de notre action, c'est-à-dire qu'on est là pour quoi? On est là pour essayer de produire dans la société quelque chose qui est de l'ordre de l'apaisement et de l'apport de la fraternité. Et je pense qu'au fond, par son métier du lien, c'est ce à quoi contribuait Mélanie chaque jour. Merci à vous. Il y a un an, c'était la dissolution. C'était Emmanuel Macron qui, disait-il, dégoupillait une grenade dans les pattes des partis, mais en vérité, il l'a dégoupillée dans les pattes du pays et dans les pattes de la démocratie. On était sous le choc, parce que c'était le tapis rouge qui était déroulé à Jordan Bardella, qui préparait déjà ses cartons pour Matignon. Ce soir-là, devant la petite salle Bizet à Amiens, alors que les copains préparaient les merguez derrière, je prononce l'expression Front populaire, en disant il nous faut un nouveau Front populaire. Il nous faut une nouvelle alliance de la gauche. Et
en moins de 4 jours, ça va se faire. Je veux dire comment ça s'est fait. Ça s'est fait pas parce que les partis l'ont voulu d'emblée. C'est pas vrai. Ce soir-là, autant du côté de Jean-Luc Mélenchon que du côté de Raphaël Glucksmann, chacun décidait de suivre son chemin. Ça s'est fait parce qu'en 24 heures, il y a 400 000 personnes, et vous en êtes peut-être, 400 000 personnes qui ont signé une pétition. Parce qu'il y a eu des manifestations devant les sièges des partis. Et parce qu'au-delà même des chiffres que je viens de donner, et ce que j'énonçais ce soir-là en disant aux partis « Soyez unis, arrêtez vos conneries », ne relevez pas du trait de génie, mais au contraire de l'évidence, d'une évidence amplement partagée dans le peuple de gauche. Et c'est pour ça que ça s'est fait. Je le dis parce que la constance de mon parcours, c'est toujours de chercher cette énergie populaire, d'un front populaire qui en 1934 est lui aussi né, parce qu'il y avait 2 cortèges, un cortège CGT, un autre cortège CGTU, place de la Nation à Paris, pour réagir à l'attaque fasciste du 6 février, et que des 2 côtés, du côté des socialistes et du côté des communistes, c'est à la base qu'on s'est mis à crier unité, 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 unité. Et au fond, le pari constant dans mon parcours, c'est de chercher cette énergie-là, de chercher l'énergie chez les gens et dans le pays. Le Merci Patron, ce n'est pas une grande campagne publicitaire qui en fait le succès. C'est la conviction qu'on va aller trouver l'énergie et que cette énergie, on va en faire nuit debout derrière. Quand je mène ma campagne électorale en 2017, alors que le Rassemblement national est à l'époque sorti largement en tête dans ma circonscription, c'est avec la conviction qu'on va trouver une énergie populaire pour vaincre ça. Quand on décide de faire la fête à Macron, de la même manière, c'est en allant chercher une énergie populaire. Je le dis parce que je pense que le seul secours, le seul recours qu'on a aujourd'hui, c'est les gens, les gens, les gens. C'est de rechercher à nouveau comment on va pouvoir faire surgir cette énergie populaire qui va contraindre les partis à se réunir. Ça ne va pas se faire d'en haut. Ça va se faire sous la pression du bas. Et quand j'ai dit que je veux une primaire, ce n'est pas que je suis né avec un désir de primaire. Je n'ai jamais rêvé d'une primaire. Je n'ai pas la passion de la primaire. Simplement, j'ai demandé depuis des mois et des mois aux copains, quoi d'autre? Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous me proposez d'autre pour remettre, il y a eu 9 millions d'électeurs du Nouveau Front Populaire il y a 1 an, le soir même du 7 juillet, on ne leur a plus demandé leur avis, ils ont perdu leur voix. Comment on fait pour les remettre en jeu, pour qu'ils reprennent un peu en main leur destin commun? Et je réponds en considérant que, comme Churchill le disait, la démocratie, que c'est le moins mauvais des outils. Et qu'on me dise quoi d'autre? Et donc, effectivement, il y a un pari. Il y a un pari de dire, voilà, construisons une primaire qui fait qu'il va y avoir 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes qui vont se déplacer, que de ce fait-là, la personne qui sortira en tête de ça aura une grande légitimité et la possibilité d'aller jouer le match avec l'extrême droite, avec l'extrême argent. Qu'on me dise quoi d'autre? Je vois bien les obstacles qu'il y a sur ce chemin. Et quand les journalistes m'ont dit, vous avez vu, les partis, ils répondent rien, Glucksmann, il n'en veut pas, Mélenchon, il n'en veut pas. Mais franchement, à quoi je m'attendais? Je suis d'une famille de paysans où on sait très bien que quand on sème, c'est pas pour récolter en 3 jours. Et qu'il va y falloir du temps, qu'il va falloir le dire et le redire. Mais il y a ce pari de... parce que sinon, moi je pense qu'il faut directement signer la tribune de soutien à Édouard Philippe pour le 2e tour. Hein. J'ai lu le bouquin d'Édouard Philippe ce week-end, où il se revendique de Thatcher et il trouve qu'il y a trop de démocratie dans le pays, d'ailleurs où il ne cite pas une seule fois le mouvement des Gilets jaunes auquel il a pourtant été confronté. Plus exactement, c'est le mouvement des Gilets jaunes qui ont été confrontés au flashball, au matraque et au LBD envoyés par Édouard Philippe. Voilà sa conception de la démocratie. Mais si jamais il n'y a pas une gauche qui se rassemble de manière puissante, on est condamné à aller signer des tribunes pour Édouard Philippe entre les 2 tours. Et donc, moi, je viens ici pour porter avec vous une primaire qui n'est pas seulement une primaire de départage, qui n'est pas seulement de se demander quelle est la tête qui va y aller, mais qui est une primaire de débordement, qui se dit, voilà, l'objectif, c'est pas d'avoir un petit machin d'entre-soi,
mais c'est d'aller chercher des gens et des gens par millions. Vous savez, peuple de gauche, malheureusement, cette expression est presque devenue un oxymore. Eh bien, il va falloir aller le rechercher, le peuple. Et ça demande qu'on se retrouche les manches pour ça. Et ce que je viens faire ce soir à Saint-Germain-Lembron, c'est ouvrir un bureau de recrutement. Ouvrir un bureau de recrutement parce que oui, si on veut retrouver les gens, il va falloir qu'il y ait des bureaux de vote qui s'ouvrent dans tous les chefs-lieux de canton, à Ambert, à Aubert, à Beaumont, à Billon, à Brassac, à Sébaza, à Chamalières, à Limont. C'est un chef-lieu de canton, c'est pas un chef-lieu de canton, mais ça, bon. Et voilà. Mon pari, ma conviction, c'est que dans un an, ça se montera, ça se fera, mais ça se fera avec vous, parce que vous aurez fait pression et parce que vous aurez mené cette bagarre pour que la gauche se rassemble et qu'elle se rassemble sur quelque chose de gauche. Je vous dis, l'espoir qui est le mien, c'est que je ne crois pas à un pays qui, surtout, se droitise, s'extrême droitise. Si on prend les thèmes socio-économiques, on a une large majorité des Français qui sont avec nous et surtout, ce qu'on observe tous les jours, c'est une faillite de nos élites. C'est une faillite de nos élites sur le plan budgétaire, sur le plan climatique, sur le plan économique, sur le plan politique et géopolitique, et par-dessus tout une faillite intellectuelle et une faillite morale. Je vous dis la conviction profonde qui est la mienne, c'est que ces élites ne sont plus adaptées à notre temps. Elles continuent de fonctionner avec les mêmes réflexes, les mêmes mots, compétitivité, marché, concurrence, mondialisation, mais ce sont des mots périmés qui aujourd'hui ne font plus envie chez les gens, qui les dégoûtent, et donc on assiste en direct. Aux États-Unis, c'est l'évidence avec le déchirement des élites, mais on assiste en France à une faillite des élites et des élites qui sont en train de mettre le pays en faillite. La première faillite, elle est budgétaire, et je vous dis que c'est la mère des batailles. C'est la mère des batailles parce que si on n'a pas les milliards dans les caisses, on ne peut pas remettre debout l'hôpital, pilier de l'État social, on ne peut pas remettre debout l'école, pilier de la République, on ne peut pas contribuer à la transformation écologique qui est nécessaire sur la culture, sur l'agriculture, sur l'énergie, sur l'industrie, sur à peu près tout dans le pays. Il nous faut évidemment un budget pour ça. Je ne sais pas si vous avez vu dans Le Parisien, il y avait Amélie de Montchalin, se tenait comme ça, les deux doigts bien serrés. C'était Madame la Marquise à l'heure du thé, et qui nous servait son sermon en disant « Le compte n'y est pas ». Elle disait au ministre « Le compte n'y est pas. Les 40 milliards, il va falloir passer à la casserole pour les sortir. » Et avec un grand air sérieux, je vous le dis, je pense qu'il y a même quelque chose qui est de l'ordre du sadisme chez nos dirigeants. Un sadisme à nous faire payer en permanence. Et le côté insupportable pour moi, que quand même, ce sont ceux qui ont creusé le déficit public comme jamais, qui viennent nous faire des leçons et des sermons. Parce que Madame Amélie de Montchalin, elle était rapporteure du budget 2018, c'est-à-dire du budget qui a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, qui a instauré la flat tax, qui a mis en œuvre l'exit tax, donc qui a fait baisser les impôts, et les impôts des plus riches et les impôts des grandes firmes, par dizaines de milliards. J'appartenais, moi, à la commission d'enquête publique sur la dette française, qui avait été lancée par les Républicains juste avant la dissolution. Et il y avait des économistes qui défilaient et qui disaient, voilà, 50% de la dette, c'est dû aux crises de subprime, et 50% de la dette, c'est dû aux baisses d'impôts. C'était les Républicains qui l'avaient lancé, donc ils étaient bien embêtés que ça soit dans leur commission qui ait ce discours qui soit tenu. Mais il faut imaginer que si c'était la gauche qui avait fait ça, si c'était la gauche qui était à 6% de déficit public, à plus 1000 milliards d'euros, qui avait creusé tout ça à la pelleteuse, tous les jours, vous auriez 50 éditorialistes pour venir nous dire que c'est le Titanic. Tous les jours. Et là, ce sont les mêmes qui ont fait ça et qui se permettent derrière de nous faire des leçons de sérieux. Ce sont les gens les moins sérieux sur le plan budgétaire de ce pays. Vous avez un Éric Lombard qui énonce, qui le pose comme un tabou. En matière de tabou, nous ne souhaitons pas augmenter les impôts.
Il nous dit « Je suis d'une gauche qui n'aime pas les impôts ». Je ne sais pas si vous avez vu son patrimoine. 21 millions d'euros. D'accord? C'est le deuxième ministre le plus riche de toute la Ve République. Le premier étant Marc Ferracci, ministre de l'Industrie. On comprend que ces gens n'aiment pas les impôts. Hein. Amélie de Montchalin, c'est la lanterne rouge du gouvernement, elle a moins 400 000 euros. Donc j'ai calculé que si tous les Français étaient endettés comme elle, on serait endettés à hauteur de 27 000 milliards d'euros. Donc c'est-à-dire 10 fois le PIB. Donc bon, en matière de taux d'endettement, elle est nettement supérieure à la moyenne des Français. Bayrou nous dit il faut faire des efforts pour tous les Français sans exception. Édouard Philippe, dont j'ai lu le livre, parle des Français, des impôts et même des retraités comme d'une génération aisée. Il faut voir la rhétorique qui est derrière ça, c'est une rhétorique de généralisation. Il parle par paquet. Et il n'y a pas à l'intérieur de distinctions qui sont effectuées, et évidemment de distinctions de classe. La question des inégalités n'est jamais posée. Et je trouve qu'il y a presque là-dedans une forme d'exploit littéraire. Vous savez, quand je lis Les Échos de mon ami Bernard Arnault, j'ai ces nouvelles. Les traders ne connaissent pas la crise sur la place de Paris. Oui, parce que je considère qu'il reste 2 journaux marxistes dans ce pays, c'est-à-dire que quand les dividendes tombent, il y a Les Échos et l'Humanité qui nous en informent. Les autres, ça ne les intéresse pas. Les traders ne connaissent pas la crise sur la place de Paris. Vous voyez, il y a aujourd'hui 2 fois plus de banquiers millionnaires qu'il y a 10 ans dans les banques françaises, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole et Natixis. Vous avez, alors j'aime bien faire ça, en août 2023, les dividendes atteignent de nouveaux records. Donc, vous voyez, on est au top. On n'a jamais fait autant. L'année 2024, c'est toujours plus haut. Une pluie de records. Le CAC 40 a pulvérisé son dernier record. Vous avez ensuite 2025, cette année. Les groupes du CAC 40 n'ont jamais été aussi généreux avec leurs actionnaires. Ça y est, on a battu le record des records des records. Et on nous dit qu'on est médaille d'or en Europe, que c'est la France qui distribue le plus de dividendes à ses actionnaires. Et là, vous avez des gens qui réalisent une forme d'exploit littéraire, puisqu'ils réussissent à tenir un discours économique sur le pays sans jamais prononcer le mot profit, sans jamais prononcer le mot dividende, sans jamais prononcer le mot rentier, sans jamais prononcer le mot actionnaire. C'est, je ne sais pas si vous voyez, La disparition de Georges Perec. Hein, c'est un roman entier sans utiliser la lettre E. Ça s'appelle un lipogramme. Je considère que quand Édouard Philippe écrit son livre et qu'il parvient à faire 191 pages sans ces mots-là, il réalise un formidable lipogramme. Parce que, je peux faire en quiz ça, tiens. C'est parce qu'il faut que vous le reteniez bien, ça marche auprès des gens. Est-ce que vous savez quelle était... On a des cadeaux ou pas? On a des cadeaux? On n'a pas de cadeaux? Putain. Il y a les DVD, il y a des DVD. Bon, c'est bon, il y a des DVD. Est-ce que vous savez quel est le pourcentage que possédaient les 500 fortunes à la naissance du classement de Challenge en 1996? Il y a 30 ans, quel était le pourcentage du PIB que détenaient les 500 fortunes françaises? 30%, c'est moins. 6%, c'est un petit peu moins. 5, c'est gagné pour monsieur, c'est qui? Ça vient de où? Monsieur là-bas, vous avez gagné, je ne sais pas trop quoi, mais vous avez gagné. Ah bah c'est des bouquins, on n'a pas de chance, c'est même pas des DVD. Allez. À l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, et vous savez à combien on est? 2017. 36, c'est moins. 25, c'est moins. C'est moins de 30. 20, c'est gagné. 20 gagné pour madame. Allez. Et aujourd'hui, 40, on est à plus que ça. Moins de 55. Moins de 50. 45, on est à 45, c'est bien ça. C'est vous qui l'avez dit, non? C'est vous, madame. Donc voilà, je répète, mettez-le bien dans votre tête parce que ça marche auprès des gens. À la naissance du classement de Challenge des 500 fortunes, c'est 5% du PIB. À l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est 20%. Et aujourd'hui, on est à 45%. Vous imaginez l'hyperconcentration des richesses entre les mains de quelques-uns. Et je veux dire que sur cette question d'avoir des impôts qui soient plus justes, parce que la double injustice, c'est que non seulement ils hyperconcentrent les richesses, mais en plus on a des impôts sur les milliardaires. Je ne vais pas vous refaire, j'ai plus de cadeaux. Ah ben tenez madame.
On a des impôts sur les milliardaires qui sont 2 fois moins élevés que pour vous, que moi, pour moi. Nous, on est à 50% de taux de prélèvement en moyenne. Les milliardaires sont à 25%. C'est ça que la taxe Zuckman proposée aujourd'hui voulait en partie et très légèrement résoudre. Je veux dire que sur ce terrain-là, on a des alliés qui sont des alliés inattendus. Jean Pisani-Ferry, qui est un économiste libéral, qui vient plutôt de la droite, il dit quoi? Il dit « Il existe de très bons arguments pour un impôt exceptionnel sur le capital. » On a le gouverneur de la Banque de France qui dit « Arrêtons la course à la baisse d'impôts. » On a Christine Lagarde qui dit, présidente de la Banque centrale européenne, depuis des décennies, le capital a été mieux rémunéré que le travail et la part du travail dans la production de valeur a été réduite. On a le FMI qui dit qu'il est nécessaire sur les plus riches de mobiliser des recettes fiscales supplémentaires. Et on a eu une tribune d'entrepreneurs, de start-upers, de millionnaires publiée dans Les Échos qui sont venus dire, 260, qui sont venus dire taxez-nous sur notre patrimoine, taxez-nous sur nos héritages. Donc là, il y a l'ordre d'une évidence. Or, ce que fait le gouvernement aujourd'hui, il faut bien voir qu'il se refuse à prendre la moindre mesure dans cette direction-là. Mais ce n'est même pas seulement ça. C'est que là, le gouvernement, il y avait un impôt exceptionnel sur les sociétés qui avait été voté, qui devait durer 2 ans. Le gouvernement vient décider de le supprimer et il n'aura duré qu'1 an. Voilà la grande injustice dans laquelle on se trouve, avec des petits qui payent gros et des gros qui payent petits. Je vous le dis, c'est le cœur du sujet. Il va ne faire que grossir dans les semaines et les mois à venir. Et je vous le mets en positif. Moi, je suis là pour allier le pessimisme de la lucidité à l'optimisme de la volonté. C'est une chance pour nous. C'est une chance pour nous. Parce que la question fiscale, la question budgétaire va se mettre à grossir. Et ça nous positionne sur notre terrain à nous. Sur le terrain économique, sur le terrain social, sur le terrain de la répartition, sur le terrain de la justice fiscale. Le débat, le combat, il va se dérouler là-dessus, parce que sinon, ça va être l'asphyxie. Je fais un point de comparaison pour vous dire comment je vois qu'on peut s'en sortir. En 1789, la France est en crise fiscale, parce que le roi Louis XVI a mené la guerre d'indépendance aux États-Unis contre notre ennemi héréditaire, l'Angleterre. Il a creusé le déficit comme jamais. Il lui faut lever un nouvel impôt. Il dit, bon, ça ne va pas passer tout seul. Je convoque les États généraux. Et puis, il dit, voilà, le tiers-État, il va se faire mettre dessus par l'aristocratie et le clergé. C'est bon, et j'aurai un nouvel impôt. Vous savez que ça tourne un peu moins bien que ça. Qu'on règle ça comment? Par des réquisitions sur les biens du clergé et sur les biens des nobles qui ont fui le pays. Je le dis parce que je pense qu'on est dans une situation de crise fiscale qui réclame qu'aujourd'hui soient convoqués des nouveaux États généraux et que d'un impôt qui est devenu illisible, instable et injuste, eh bien, il y a un chemin qui soit trouvé par les Français pour retrouver des impôts qui redeviennent lisibles, qui redeviennent stables et qui redeviennent justes. Et c'est la mère des batailles. C'est la mère des batailles, pourquoi? Parce que si on ne fait pas ça, si on ne se demande pas comment on partage le grand gâteau de richesse qui est le nôtre, on voit très bien ce qu'ils font à la place. Est-ce qu'il y a des diabétiques dans la salle? Vous êtes diabétique. Bon, bah c'est vous qui allez payer. Voilà la décision de justice que veut prendre le ministre de la Santé sur les affections longue durée. Ce sont les collectivités. Mais ça ne veut rien dire, les collectivités. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Moi, dans ma ville, c'est une opération qui s'appelle quartier d'été, qui permet aux gamins de faire du sport à Amiens. Hein, moi, je suis pour des vacances pour tous qui permettent à toute la jeunesse d'aller voir la mer et la montagne, de découvrir combien notre pays il est beau, qui fasse qu'on se brasse entre ceux qui vivent au pied des clochers et ceux qui vivent dans leur quartier. Mais là, c'est même pas ça. C'est juste faire du sport à Amiens. D'accord? Les vacances durent 2 mois. Ça avait commencé par durer 1 mois. La semaine dernière, c'était 3 semaines. Cette année, ça sera 2 semaines. Voilà ce que ça veut dire. Quand on dit qu'on va couper dans les budgets de l'éducation nationale, qu'est-ce que ça veut dire? Ma fille a assisté au spectacle de théâtre de ses copines qui sont dans un collège REP, et c'était la représentation de fin d'année au théâtre. Et à la fin, la comédienne metteuse en scène vient prendre le micro en disant, bah voilà, on a passé une super année, j'espère que vous êtes fiers et tout ça, mais ce projet ne sera pas reconduit parce que la DRAC a décidé de couper les crédits. Et ce sont les gamines qui tombent en pleurs, ce sont les gamines qui lancent une pétition, et ce sont les gamines qui décident de lancer une manifestation devant la Maison de la Culture d'Amiens ce samedi. Quand on dit qu'on supprime
des budgets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moins 1 milliard d'euros sur la recherche il y a 2 ans, moins 1 milliard d'euros l'année dernière, moins 500 millions cette année, dès le début d'année, et on ne sait pas combien à l'automne. Et dans le même temps, moi, j'ai assisté à un colloque Grandir sans cancer, où on a une bagarre pour qu'il y ait de la recherche sur les cancers pédiatriques et qu'on sauve un crédit de 25 millions. Quand on dit austérité, je vous dis ça parce qu'il faut qu'on arrive à incarner les choses. Si on parle juste d'austérité budgétaire, on n'arrivera pas à accrocher les gens par des concepts. On arrivera à les accrocher si on leur parle des gens, si on leur parle de leur vie, si on arrive à rendre ça concret. C'est évidemment MaPrimeRénov'. Alors, on était dans le bâtiment en face et avec les compagnons du bâtiment et qui expliquaient qu'il y avait des gros soucis avec MaPrimeRénov'. Pour vous, vous demandez comment vous allez financer la suite d'un certain nombre de projets, mais c'est vrai pour tous les artisans aujourd'hui. Je le dis, c'est d'autant plus navrant que là, on est sur les passoires thermiques. Je crois que c'est Jérôme qui en parlait tout à l'heure, de personnes peut-être en situation de handicap, mais qui avaient 3 000 euros de notes de chauffage à la fin du mois, qui devaient aller voir le centre communal d'action sociale, qui dépannait un peu, qui devaient aller passer à la mairie pour dépanner un peu, mais il restait encore des grosses factures et les travaux absolument pas faits. Donc, la rénovation thermique, c'est du gagnant, 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 gagnant. C'est gagnant sur les factures des gens, c'est gagnant pour la planète avec les gaz à effet de serre, c'est gagnant parce que c'est de l'emploi local, c'est gagnant sur la santé parce que bien souvent, c'est des soucis de santé pour les habitants. Donc c'est gagnant sur la sécurité sociale. Et enfin, c'est gagnant sur notre indépendance nationale. Parce que tous les ans, nous sommes en déficit commercial de 50 milliards d'euros juste sur le gaz et sur le pétrole. Donc, tant qu'on ne résout pas, c'est comme s'il y avait une grosse fuite d'argent et qui nous condamnait en permanence à aller acheter du gaz et du pétrole saoudien, algérien, russe, américain, eh bien, l'un des moyens de cautériser ça, c'est d'isoler les 5 millions de passoires thermiques du pays. Or, au rythme où on y en a pour 2 millénaires, c'est-à-dire l'équivalent d'entre Jésus-Christ et aujourd'hui. Et le gouvernement décide de réduire la voilure parce que ça va trop vite à son goût. Évidemment, se pose la question de comment on finance. Je pense qu'il faut 20 milliards d'euros. Vous savez, c'est un enjeu pour nous, moi, que grâce à nous, les travailleurs du bâtiment vivent mieux. Je pense que c'est notre armée dans la transition climatique, les couvreurs, les zingueurs, les maçons, c'est notre armée et on devrait faire comme pour l'armée. On devrait avoir des pubs, vous savez, venez sauver votre pays, sauver la planète, engagez-vous dans le bâtiment. Ça serait la reconnaissance spirituelle et une invitation à ça, mais je pense qu'il nous faut une reconnaissance matérielle. Dans l'armée, il y a la garantie de toucher 2 000 euros par mois. Dans l'armée, il y a la garantie à 50 ans d'avoir une carrière, une aide pour avoir une carrière derrière. Dans l'armée, il y a l'assurance que si jamais on a un problème de santé, on sera traité. Et ben, je pense qu'on devrait faire pour les travailleurs du bâtiment la même chose que pour l'armée et en faire une véritable armée de transition climatique. Faillite, donc, trop loin le micro? Un verre d'eau? Bon, très bien. J'ai soif apparemment. Merci Emma. Donc, je dis la faillite de nos élites. Faillite budgétaire, faillite la climatique, faillite industrielle. Quand on voit que la dernière usine de pompe à chaleur du pays, en Alsace, va fermer, qu'on a perdu la dernière usine de fabrication de panneaux voltaïques, c'est-à-dire des produits qui sont supposés être notre avenir, nous servir dans cette transition-là, eh bien, on les a laissés partir parce que tout est importé de Chine. Mais de la même manière que sur le masque, on a construit des usines de masques en France, mais 99,9%, et c'est un vrai chiffre, hein, ce n'est pas un chiffre que je chiffre tout hasard, 99,9% des masques ont continué à être importés de Chine, ce qui a tué les usines qui étaient à peine naissantes. Et c'est 99,3% de la commande publique de masques, c'est-à-dire les pompiers, les établissements scolaires, les hôpitaux, qui font appel aux masques chinois. Donc ça a tué. Là où on avait mis des dizaines de millions d'euros pour faire naître des usines de masques, elles ont été tuées automatiquement par l'absence de régulation commerciale. C'est la même chose, évidemment, en encore plus grand sur le dossier Arcelor, où là, on a l'acier. Il n'y a pas une entreprise, pas une industrie qui aujourd'hui fonctionne sans acier. Vous dans l'acier, vous l'avez sur les chaises, vous l'avez sur la table, tout est fait d'acier. L'acier est au fondement de la communauté européenne de charbon et d'acier. Et on est dans l'inaction
et on se laisse complètement envahir par de l'acier chinois ou de l'acier indien en se refusant à mettre en place des protections commerciales. Je le dis, c'est une faillite de nos élites dirigeantes parce qu'elles sont tellement ancrées dans le libre-échange, dans la compétitivité, dans le marché, qu'elles sont incapables de sortir de leur logiciel, pour parler comme elles, qu'elles ne parviennent pas à affronter la faillite industrielle en cours dans notre pays. Je dis ce qu'il nous faudrait faire. Il nous faudrait faire un plan décent. Je ne dis pas qu'il faut relever les barrières commerciales tous azimuts sur les 10 000 lignes tarifaires de l'OMC, mais il nous faut identifier les 100 produits, médicaments, aliments, armements, enfin c'est une discussion démocratique à avoir, identifier les 100 produits sur lesquels on veut maintenir ou retrouver notre indépendance et là-dessus mettre en place des protections. Vous savez, je pense que le désir de protection, il est très puissant chez les gens. Il y a une demande d'être protégé sur l'emploi, d'être protégé sur les revenus, d'être protégé sur le climat. Je pense que la gauche gagne et gagnera et gagnerait à se saisir de la question de la protection. La protection sociale a été construire un toit au-dessus des gens a été quand même le grand cœur du programme d'Ambroise Croizat. Ambroise Croizat qui disait qu'il voulait établir des lois de tranquillité sociale, donc ministre des Travailleurs en 1945, qui a mis en place le vaste programme de sécurité sociale. Il disait qu'il voulait des lois de tranquillité sociale qui permettent aux gens de dormir la nuit. Depuis 40 ans, on a des dirigeants qui mettent en place des lois d'intranquillité sociale qui empêchent les gens de dormir la nuit. Et je pense que nous devons vouloir une France qui partage et une France qui protège. On doit construire, et donc là sur le terrain de la construction industrielle, mais c'est vrai aussi par exemple la faillite du numérique. On a un président de la République qui s'est présenté comme étant le champion de la Startup Nation, qui a jeté des dizaines de milliards d'euros depuis le début de son mandat, qui fait la danse du ventre à Choose France tous les ans devant les Américains, qui fait des selfies avec Elon Musk, Jeff Bezos et compagnie à l'Élysée. Et qu'est-ce qu'on a à l'arrivée? On a zéro réseau social français. Donc, on passe par les réseaux sociaux américains. On a zéro réseau social qui serait fondé sur une logique de l'entraide, de la coopération. Et on a au contraire des réseaux sociaux qui sont entre leurs mains et qui nourrissent la haine et qui nourrissent le pire. On a une dépendance, on est dans une complète dépendance numérique, mais même, on n'ose même pas leur prélever des impôts. On est très fiers de prélever 700 millions d'impôts sur les GAFAM. Les GAFAM, ce sont les 5 entreprises les plus puissantes aux États-Unis, ce sont les GAFAM. Les 3 millionnaires, les milliardaires les plus riches aux États-Unis, ce sont les GAFAM. Le moteur du capitalisme aujourd'hui, ce sont les GAFAM. Et là, tout ce qu'on leur prélève sur leurs dizaines de milliards de profits réalisés ici, ce sont 700 millions. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord dire que Internet, ce n'est pas le Far West. Les lois qui existent dans la vie courante, en matière d'injures, en matière de diffamation, elles doivent exister aussi sur Internet. C'est un combat qui avait été lancé par Bill Clinton dans les années 90, auquel il a renoncé, mais je pense auquel on doit revenir et on doit établir qu'il doit y avoir les mêmes règles dans le monde virtuel que dans le monde réel. Il y a que la technologie doit passer par le filtre de la démocratie. Toute technologie. La commande vocale pour les caristes, par exemple, qui bouleverse le métier des caristes parce qu'ils reçoivent leurs ordres dans des cases à la place d'avoir des papiers qui suivaient auparavant, et ça multiplie leurs gestes, ça les met sous contrainte permanente. Mais tout à l'heure, on parlait de France Travail et de la mission locale qui sélectionne les jeunes par algorithme et qui les envoie à un endroit ou à un autre par algorithme. Où est-ce qu'il y a eu un contrôle de la démocratie sur l'usage de cette technologie? Or, toute technologie entre aujourd'hui directement entre les mains du profit et a pour seul but le profit. Je pense que la technologie est un enjeu extrêmement important pour nous et qu'on doit rétablir un contrôle démocratique de la technologie, ce qu'on a fait par exemple sur les OGM. Sur les OGM, on a établi un contrôle démocratique de la technologie. Il nous faut évidemment construire un réseau social français ou un réseau social européen qui ne soit pas entre les mains d'Elon Musk et des autres et qui soit fondé sur une toute autre philosophie. Et enfin, il nous faut prélever des impôts. Je dis enfin la faillite écologique. Je suis d'un département betteravier et je suis fier. La betterave est
un superbe produit qui a une histoire, qui est né sous Napoléon, qui a permis de mettre fin à l'esclavage parce qu'on a pu produire du sucre ici plutôt que de le produire dans les conditions des territoires d'outre-mer de l'époque. Mais je serai un député de gauche qui votera contre le retour des néonicotinoïdes. Je ne peux pas, avec difficulté, c'est pas simple, c'est un dialogue permanent avec les agriculteurs de mon coin, mais je ne peux pas une semaine voter ça et la semaine d'après être au colloque de la fédération Grandir sans cancer. Et là, il y a alors évidemment, ce qu'il nous faut porter, c'est une interdiction au niveau européen des néonicotinoïdes, sachant que l'Europe sait maintenant que l'acétamipride est dangereuse et a divisé par 4 les doses autorisées. Mais il faut aller maintenant vers une interdiction complète. Nous sommes dans une faillite morale et une faillite géopolitique. Il y a 18 mois, le 7 octobre, quand les kibboutz ont été attaqués par le Hamas, dès le premier instant, j'ai dit mon empathie avec les familles qui étaient frappées par ces actes terroristes. Mais aujourd'hui, c'est à chaque instant, depuis 18 mois, qu'il faut s'insurger contre ce qui est fait à Gaza, avec des dizaines de milliers de personnes, des femmes et des enfants qui meurent dans des bombardements, mais au-delà de ça, 2 millions de déplacés, et on va vers 2 millions d'affamés. Il ne s'agit pas seulement de s'insurger, mais quand on est la France, quand on est le président de la République française, il s'agit de prendre des sanctions. Et il ne s'agit pas de traîner. La première des sanctions, moi je suis pour un embargo, pas seulement pour les armes. Vous avez vu qu'on continue à livrer des armes à Israël. Je suis pour un embargo. On a fait un embargo contre l'Afrique du Sud au temps de la politique d'apartheid. On doit avoir un embargo généralisé à l'égard d'Israël. On doit interdire d'entrer sur le territoire français et européen tout allié politique, culturel, sportif du gouvernement israélien. Je le dis, je me suis fait interdire de visa parce que je voulais aller en Palestine, en Israël. On voit que c'est le cas de Rima Hassan, Greta Thunberg et de leurs collègues. Mais la riposte, c'est évidemment de faire la même chose en Europe et en France. Enfin, ce n'est pas qu'une mesure symbolique. J'ai pu mesurer encore lors d'un colloque qui s'est déroulé cette semaine à l'Assemblée. La reconnaissance de l'État de Palestine est profondément désirée par le peuple palestinien. La France doit maintenant et sans condition, immédiatement, reconnaître la Palestine comme État. Je le dis, c'est une faillite morale, mais c'est une faillite diplomatique, c'est une faillite géopolitique. Comment vous pouvez continuer à parler au monde, à parler au Sud, quand vous en êtes au 17e train de sanctions sur la Russie et que vous n'en avez pas toujours pris la première sanction contre le gouvernement israélien? C'est impensable, c'est impossible, ça rend notre voix inaudible, alors qu'on est fiers encore de la voix de la France quand elle a su dire non à l'injustice, dire non à l'ordre du monde, dire non à la guerre en Irak avec Dominique de Villepin et avec Jacques Chirac. On a là, au fond, une élite en faillite qui est à bout de souffle. Vous savez, c'est la phrase de Gramsci qui dit qu'on vit un temps de détachement de l'idéologie dominante. Ça veut dire que concurrence, croissance, mondialisation, marché, compétitivité, tous les mots qui font leur fond commun depuis 40 ans sont aujourd'hui des mots qui découragent, qui font peur, qui éloignent. Et nous dit Gramsci dans ce ton-là, on passe de la force de direction à la force de coercition. Ils sont plus capables de diriger le pays et du coup, ils passent à la force de coercition. Cette force de coercition, elle a des visages, elle a des noms. C'est une élite de remplacement. Et c'est, au fond, son visage le plus idéologique, c'est Ravir Milei, quand il vient dire que les hommes doivent dominer les femmes, que les blancs doivent dominer les racisés, que le Nord doit dominer le Sud,
que les riches doivent dominer les pauvres et que l'idée de justice sociale est aberrante. Ce visage-là se décline évidemment en ceux de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, dont par exemple sur la question budgétaire, il disait qu'auparavant c'était un vice démocratique, les 3% de déficit, dont il disait qu'il fallait lever de nouveaux impôts, et ils se sont convertis à l'ordre libéral. Je dis c'est une chance pour nous. Il nous ouvre une possibilité d'aller retrouver les gens. Parce que la question de la justice fiscale, les gens y sont attachés. Le fait qu'on n'aille pas taper sur les diabétiques, qu'on n'aille pas taper sur MaPrimeRénov', qu'on n'aille pas taper sur les cours de théâtre dans les collèges et les lycées, un par un, les Français vont dire tout ça n'est pas juste. Et on a un Rassemblement national qui, pour accéder au pouvoir, est en train d'épouser une élite dirigeante qui se gave. Et je pense qu'il y a... Je ne dis pas que ça va être facile. Je ne dis pas que ça va se faire en quelques semaines ou en quelques mois. Mais je pense qu'il y a là un chemin parce qu'il y a une dissociation qui n'existait pas auparavant entre la pensée économique du Front National, du Rassemblement National, et un désir profond des classes populaires sur ce terrain-là. Mais ce que dit Javier Milei, il est encore plus clair que ça. Il dit il nous faut revenir à avant les révolutions françaises, il nous faut revenir à avant les Lumières, il nous faut revenir à avant l'humanisme du XVIe siècle. Lui, Elon Musk et tous les autres ont pour idéal le Moyen-Âge. Mais ils l'écrivent, hein, ce sont des idéologues, ils écrivent ces choses-là. Je pense que chez nous, ça ne passera pas. Nous avons cette chance, vous savez, c'est une chance, même quand pendant des décennies, la gauche a fait le pire. Les gens continuent à avoir un point de repère, c'est 1789. Quand les gilets jaunes se soulèvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent nous sommes les nouveaux sans-culottes. Nous voulons des États généraux. Nous voulons aller contre le roi Macron et la reine Marie-Antoinette, jusqu'à mettre des guillotines sur les ronds-points. Nous écrivons des cahiers de doléances. C'est-à-dire l'imaginaire qui est le leur, c'est immédiatement celui de 1789. Je dis que pour nous, c'est une chance immense, parce qu'évidemment, c'est notre source à nous aussi. C'est ce souffle-là qui est le nôtre et qu'on doit continuer à porter. Et il est commun avec l'imaginaire politique, l'imaginaire historique qui est le plus profondément ancré dans notre pays. Je nous invite à se saisir de cette chance-là. Nous, sur ma circonscription, tous les ans, je fais un 14 juillet, une fête du 14 juillet, parce que je me suis rendu compte que le 14 juillet officiel, donc ça fait avec les anciens combattants, on va ranimer des flammes, tout ça, je le fais sans difficulté, il y a le bal des pompiers, et très bien. Mais il n'y a pas un seul moment où on nous parle de la prise de la Bastille, il n'y a pas un seul moment où on nous parle de la Révolution française, il n'y a pas un seul moment où on nous parle de Danton, de Camille Desmoulins, de Robespierre, de Gracchus Babeuf, d'Olympe de Gouges et compagnie. Pourquoi? Il faut bien comprendre pourquoi. Parce que cet acte de naissance de la République, la bourgeoisie, l'élite en a peur. Ils ne veulent pas qu'on s'en souvienne. Et nous, c'est notre port d'attache. Et je vous invite, le 14 juillet cette année, éventuellement, à faire des 14 juillet qui rappellent ça. Nous, on fait des bastilles en carton et c'est les gamins qui viennent avec des bonnets phrygiens. Je dis par ailleurs au passage qu'on a des bonnets phrygiens qui sont fabriqués par une association qui travaille le tissu africain. Donc on a des bonnets phrygiens avec tissu africain aussi. Ça fait un mélange qui est assez joyeux. Mais moi, je vous invite à faire des 14 juillet parce que je pense que là, il y a une source qui est une source populaire de rappeler de où on vient. Et parce que, évidemment, c'est le combat de ma vie. C'est le combat depuis 25 ans. Depuis 25 ans que je vois un divorce naître entre les classes populaires, entre la classe ouvrière, entre les ouvriers de chez Whirlpool, de chez Goodyear, de chez Continental, de chez Paris au siège de France, enfin de boîtes que j'ai vues dépérir. Là, j'ai un camarade, Christophe, chez Insect, une boîte qui va fermer la semaine prochaine. Il y a eu trois ministres pour l'inaugurer. Il n'y en aura pas un seul qui va faire le déplacement, là. Hein. En 4 ans, elle a fermé. C'était un modèle de la Startup Nation, ils sont venus nous dire. Voilà. Bon, le gars, il a fait la fermeture de Whirlpool. Donc le lave-linge est parti en Pologne, le sèche-linge est parti en Pologne. Il a fait la fermeture derrière il a été recasé chez WN. Il a fait la fermeture de WN. Il a été recasé chez Algeco. Il a fait la fermeture de Algeco. Il est recasé là chez Insect. Il fait la fermeture de Insect. 4 licenciements en 8 ans. Vous imaginez ce que ça signifie comme brisure. Et quand j'interroge, quand je fais des parcours de vie des gens de chez moi,
c'est 1 licenciement, c'est 2 licenciements, c'est 3 licenciements dans des entreprises de textile, de métallurgie qui ont fermé successivement. Et donc, évidemment, à chacun de ces chocs-là, je vois bien à quel point ça les éloigne de nous. C'est, je dirais, notre combat. Quand aujourd'hui, je croisais Axel, qui était le délégué CGT de Luxfer, vous voyez, à Clermont-Ferrand, et qui nous raconte comment, lui qui détestait l'école, brouillé avec les maths, brouillé avec le français, devenant mécano, puis délégué, les fonds de pension anglo-saxons décidant de fermer sa boîte, eh bien, il se met à la compta, il se met au droit, parce qu'il dit, cette boîte-là, c'est la nôtre. C'est celle des ouvriers, c'est pas celle des financiers. Voilà notre France. Notre France, c'est Émilie, qui nous racontait cet après-midi, donc des directrices des compagnons du bâtiment, et qui, l'été dernier, s'est privée de 2 semaines de vacances, de planche à voile, à l'E4, sur la Méditerranée, pour remplir un appel à projet. Avec la directrice de la mission locale, c'est ça? Donc voilà, il faut dire que c'est 2 femmes qui se sont privées d'une partie de leurs vacances. Pourquoi? Pour que, ici, juste en face, le bâtiment soit retapé, avec l'accord de Madame la maire Graziella, repeint par des personnes qui, normalement, étaient isolées, étaient en difficulté, étaient un peu paumées. Et c'est Clément qui, après 8 ans de rue, s'est raccroché à ça, a trouvé là un logement dans un foyer de jeunes travailleurs. C'est Jimmy qu'on a vu qui était éloigné de tout et qui revient sur le chemin. C'est une femme qui était au 115 bien qu'enceinte et son compagnon qui est arrivé hier et qui déjà trouve des débuts de solution. Merci à toi, Émilie. Je nomme Christophe, je nomme Axel, je nomme Émilie, parce que je pense qu'il est important de savoir pour qui on se bat. Vous savez, je me bats pour Mohamed, qui est cadre à la SNCF, qui s'occupe d'un club de foot à Amiens-Nord, et qui, pourtant, me dit, moi, je me suis senti français, j'ai grandi dans l'école de la République française, je pense qu'au fond, je suis plus français que Macron. Mais quand je vois ce qu'on raconte de moi à la télé, je dis à mes enfants, c'est triste, mais votre avenir n'est pas en France. Eh bien, nous, on doit se battre pour que l'avenir de Mohamed, des enfants de Mohamed, soit en France. Voilà pour qui on se bat. On se bat pour Aurélie, l'ATSEM de Limon, de ta commune, Mathéo, qui, je passe à ta mairie, et tu me dis, voilà, bon, on a un souci avec les ATSEM. Je dis, bon, bah, allez, on va les voir à l'école. Bon, et elle me raconte quoi? Elle me raconte que depuis qu'on a décidé de faire l'école avant 3 ans, bah, elle a un gros souci parce qu'elle, qui était associée à des projets de dessin, de musique, qui avait le sentiment d'être une compagne de l'institutrice, eh bien maintenant, elle est fatiguée de devoir changer des couches toute la journée. Et je le dis parce que ça paraît comme quelque chose de bonne intention de dire allez, on le fait avant moins de 3 ans, mais on ne peut pas avoir des planeurs politiques qui sont éloignés et qui ne mesurent pas ce que ça va signifier pour ceux et celles qui se retrouvent en première ligne à devoir affronter des difficultés. Et en tout cas, si elles surgissent, il faut les entendre et il nous faut les corriger. Je dis, toutes ces personnes, les 2 millions de travailleurs du bâtiment dont j'ai dit qu'ils devaient devenir l'armée de la transition climatique, les 2 millions d'auxiliaires de vie, d'assistantes maternelles, d'ATSEM, de femmes de ménage, nous devons avoir un impératif. C'est moi mon impératif. Je serai candidat à une primaire et je veux être candidat à la présidentielle pour ça, pour qu'ils se disent simplement, avec ces gens-là, nous, on va vivre un peu mieux. Simplement ça. Il faut qu'on aille les chercher, il faut qu'ils nous entendent, il faut qu'ils y croient. Aujourd'hui, il y a une immense défiance. Mais déjà, il faut qu'on les rende visibles dans nos discours, qu'on donne
qu'on prononce leur nom de métier, qu'on dise où est-ce qu'ils habitent, quelles sont leurs conditions de travail concrètes, de manière à ce qu'ils se sentent incarnés, à ce qu'ils s'identifient et à ce que, avec les dents, jusque dans les chiottes, on aille les ramener avec le cœur à gauche, alors qu'on sait que ce qui se passait depuis 25 ans, c'est qu'en vérité, chaque jour qui passe, ils s'en éloignent un peu plus, et c'est ce fossé, c'est ce divorce que nous devons combler. Nous, pour ça, je vous propose qu'on ait une France qui protège, qu'on ait une France qui partage, qu'on ait pour ça des puits d'hommes debout, mais moi je veux aussi des AVS debout, je veux des motards debout, je veux des boulistes debout. Je pense que aussi on doit s'adresser aux loisirs qui sont ceux des loisirs populaires. J'ai pas de problème moi, avec le barbecue debout. Donc voilà, il faut que on aille les chercher sur, je le dis parce que quand j'avais été accueilli à Dions par les Gilets jaunes, on m'a dit qu'il y avait eu 700 personnes dans cette salle pour Jouer du soleil à la sortie du film il y a quelques années. À Dions, il y avait eu 2500 personnes. C'est dans le Gard, et donc c'est entre Nîmes et Alès, c'est dans une terre historiquement rouge, les Cévennes rouges, et qui là ont basculé Rassemblement national. C'est comme si le Midi rouge était symétrique de mon nord ouvrier. Et il y avait 2500 personnes qui étaient rassemblées. J'ai été accueilli à la gare par un cortège de motards qui avaient des talkie-walkie et qui m'ouvraient la route comme si j'étais déjà président de la République. Et voilà, je pense qu'il faut aller chercher les gens aussi sur leur loisir. Et évidemment, pour tout ça, ce n'est pas un bonhomme tout seul qui va y arriver. Je suis habité de la volonté. Parce que je sais pour qui je me bats et que je veux vraiment changer leur vie un peu en mieux sans leur mentir, que je vois ce qu'on peut faire. Vous savez, ce qui est rageant, c'est voir tous les jours ce qu'on peut faire. Je l'ai dit sur la fiscalité, mais quand on parle des femmes de ménage, c'est toi qui me disais que à ta mission locale, suite à mon bouquin sur le mal-travail, vous aviez décidé que la femme de ménage qui passait tôt le matin, qui avait donc un bout de contrat de rien du tout, 3 heures le matin, qui était du coup à temps partiel et salaire partiel, vous aviez décidé de la réinternaliser, de la remettre à l'intérieur de la mission locale, ce qui fait qu'elle aura peut-être le droit, je ne sais pas si vous avez un 13e mois, mais enfin, vous avez un 13e mois. Non, donc elle aura le droit au comité d'entreprise. C'est très important. Et ce qui me fait rager, moi, c'est de voir ce qu'on pourrait faire simplement. Vous savez, vous dites au patron sur les heures du matin, avant 8 heures du matin, vous devrez payer le double sur ces horaires-là, et ils vont les réinternaliser, les femmes de ménage, ou alors elles seront beaucoup mieux payées. Et donc ce qui me fait rager, c'est de voir ce qu'on pourrait faire concrètement pour les hommes et les femmes de notre pays qui tiennent notre pays debout. Et qu'aujourd'hui, on a des gouvernements qui... sur des choses qui sont de l'ordre de l'évidence, mais comme à la fois ils fonctionnent avec leur logiciel, et c'est pas seulement ça, mais c'est qu'ils servent leurs propres intérêts, ils servent leurs intérêts de classe, ils servent les plus riches de ce pays. Il n'y a pas le début de tout ça qui est fait, et nous ne résoudrons pas tout, mais je suis convaincu qu'on peut remettre notre pays dans le sens du mieux. Pas dans le sens du meilleur du monde, mais dans le sens d'un monde meilleur. J'ai la certitude que nous pouvons faire beaucoup mieux que Éric Lombard, qu'Amélie de Montchalin, que Bruno Le Maire, qu'Emmanuel Macron et compagnie. Donc, pour faire tout ça, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos sous. Eh oui, tout ça se fait avec des sous aussi. J'ai besoin du soutien sur les réseaux sociaux, j'ai besoin du soutien en vrai auprès de Max et Jeanne, auprès de Mathéo, de Jules et ainsi de suite. On a vraiment besoin de vous. Moi, je crois qu'il y a une chose, c'est la force des gens. Vous savez, c'est la force du nombre, c'est la force des masses, c'est la seule chose qui nous permet... C'est la seule ressource qu'on a. Ils ont l'argent, c'est à nous d'avoir les gens. On ne les a pas toujours, mais il faut aller les chercher. Et si on fait tout ça, eh bien, à la fin, c'est nous qu'on va. À la fin, c'est nous qu'on va. Merci à vous. Ouais.